Bonsoir à toutes et à tous. Merci au mouvement européen pour son invitation. Je me rappelle d'une précédente invitation du mouvement européen. C'était en 2005, un débat à la Maison de l'Europe à Paris avec Madame Lalumière. Madame Lalumière qui était, je crois, à l'époque présidente du Parlement européen, si ma mémoire est bonne. J'ai un souvenir où j'intervenais en tant que président d'Attaque qui menait, vous le savez, la campagne pour le non, qui finalement a gagné. Ce dont je me suis réjoui. Et ce débat avait été assez musclé, finalement, avec Madame Lalumière, tout en étant très courtois. Mais sur le fond, les choses étaient parfaitement claires et il n'y avait pas de possibilité d'accord entre nous. Aucun, sur aucun point. Alors, je voudrais dire que je vais intervenir en deux parties. La première partie, je vais montrer ce que n'est pas le partenariat, le projet de partenariat transatlantique, ce qu'il n'est pas, et ce que certains prétendent qu'il est, évidemment. Et puis dans une deuxième partie, je vais montrer ce qu'est réellement le PTCI, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Alors pour présenter cette première partie, pour montrer donc ce que n'est pas ce partenariat, ce projet de partenariat, je suis allé sur le site internet de la Commission européenne. Ah, ça vaut le détour. Ça vaut le détour parce qu'on hésite entre se demander s'il s'agit d'un site pour les enfants ou un site conçu pour des naïfs ou pour des gens qui parlent anglais et qui sont particulièrement pointus dans les domaines juridiques, commerciaux, dans l'ensemble des arcanes, finalement, techniques. Bref, si on veut essayer de comprendre ce qu'est et ce que n'est pas ce projet de partenariat, il ne faut surtout pas aller sur le site de la Commission européenne, évidemment. Ça ne fait qu'embrouiller les esprits. Alors, je vais faire quelques commentaires rapides sur ce que j'ai vu et que vous avez peut-être vu, ou que vous verrez, si après cette intervention, l'idée vous vient d'aller regarder ce qui se passe sur ce site. Alors d'abord, il y a trois petites fenêtres qui sont bien faites à propos du TTIP, pardon. C'est l'autre appellation du PTCI. Il y en a plusieurs, il y a TAFTA, et puis il y a encore d'autres, mais je vais garder l'appellation française, PTCI. C'est la traduction, d'ailleurs c'est la traduction littérale. Il y a des documents, une fenêtre sur les documents et événements, et il y a une fenêtre « Donnez-nous votre avis ». Alors, donnez-nous votre avis, vous pouvez toujours essayer de donner votre avis, mais si vous essayez d'aller sur cette fenêtre, vous ne connaîtrez pas l'avis des autres. C'est vide. On ne sait pas où ça tombe, dans un trou sans fond, probablement. Alors, cette première fenêtre à propos du TTPI, du TTIP, bon, du PTCI, du TAFTA, pardon. Eh bien, cette première fenêtre, elle nous explique qu'avec le TTIP, nous voulons aider les citoyens et les entreprises, petites et grandes, en ouvrant le marché américain aux entreprises européennes, réduisant les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises exportatrices, en fixant de nouvelles règles destinées à faciliter les exportations, les importations, les investissements outre-Atlantique et à les rendre plus équitables. Aider les citoyens, faux. Le libre-échange, qui est un des éléments de cet accord en discussion, ne sert qu'à aider les multinationales. Il enfonce les citoyens. Les entreprises concernées, ce sont les grandes entreprises. On le verra, je vais développer ce point-là.
il est dit que ça va ouvrir le marché américain aux entreprises européennes. Mais, en partie, oui, ça n'est pas faux. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est exactement l'inverse. Ce partenariat va ouvrir le marché européen aux entreprises américaines, beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'autant, ce qui est paradoxal, que le solde de la balance des paiements est favorable à l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. C'est absurde. Et les formalités administratives concernant les entreprises, mais ça n'a aucun rapport, c'est du détail. Et ça relève exclusivement des autorités nationales. Alors, ils découvrent qu'il y a des formalités, mais que font M. Sarkozy, M. Hollande, que font-ils depuis le temps qu'ils exercent le pouvoir? Ils n'ont pas été capables de réduire ces formalités administratives. Ça n'a aucun sens. Ensuite, des nouvelles règles destinées à faciliter les exportations, etc., c'est faux. Ce qui est prévu, c'est un système de justice privée qui va remplacer les pouvoirs publics, la souveraineté des nations, et rendre plus équitables les investissements. Ça, ce sont des paroles verbales, ça ne veut strictement rien dire. Alors entrons un petit peu plus maintenant dans le contenu, parce que d'abord on nous dit dans cette fenêtre toujours sur le site internet que une étude indépendante a montré qu'il y aurait des avantages à signer cet accord. Et en effet, 4 études en réalité ont été faites, elles n'ont rien d'indépendant. Elles ont été faites par des lobbies néolibéraux qui avaient déjà conclu, avant même d'avoir fait l'étude, que par principe, puisque c'est un accord de libre-échange, notamment, et que le libre-échange en soi, par principe, par définition, est positif, eh bien, ce système ne pouvait être que positif. Alors, positif, eh bien, on va voir que cette boîte à idées néolibérale, le CEPR, le Center for Economic Policy Research, montre que grâce au TIPP, la croissance du PIB serait de 0,5% dans l'Union européenne. 0,5%, peanuts. Aux États-Unis, ce serait 0,4%. Tout ce cirque pour ce résultat aussi modeste. Mais il y a eu beaucoup de critiques sur ces prévisions de bénéfices, parce qu'il est naturel de rechercher les avantages d'un tel accord avant de le signer, ça paraît évident. Mais la manière dont ça a été fait est une manière fantaisiste. Et les critiques sont assez sévères sur la manière de travailler de la Commission européenne. Par exemple, absence de calendrier sur ces bénéfices. On nous dit 0,5%, mais c'est quand? C'est au bout de la première année de signature, c'est au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, c'est une fois pour toutes, c'est chaque année. Bref, on est dans le flou. Ensuite, c'est l'opacité des données utilisées, des modes de calcul. On ne sait pas ce qu'il y a sous le capot. Ce sont des méthodes pseudo-scientifiques, fantaisistes, d'évaluation, notamment du coût des barrières non tarifaires, puisque la question, avant même le libre-échange, c'est-à-dire la baisse des droits de douane, c'est la question des barrières dites non tarifaires. Et puis, il faut ajouter qu'il y a de grosses défaillances du côté d'Eurostat, qui est l'institut statistique de l'Union européenne, de grosses défaillances, des lacunes énormes de méthodologie et des différences notables entre l'appareil statistique européen et les appareils statistiques de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, d'un certain nombre de pays. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas très bien ce qui est comptabilisé et surtout, on ne peut pas faire de comparaison fiable entre les pays et dans le temps. Donc tout ça renvoie à des prévisions qui n'ont aucune valeur. En revanche,
il y a du coup une évaluation indépendante qui a été faite. Elle a été faite par l'université Tufts de Boston aux États-Unis. Et voilà ce que dit cette université. Il faut le savoir. Il est dit qu'il y aura des pertes nettes en termes d'exportation à l'échéance de 10 ans, équivalent à 2% du PIB pour les pays du nord de l'Europe, 1,9% pour la France, 1,14% pour l'Allemagne, 0,95% pour la Grande-Bretagne. Il y aura des pertes nettes en termes de PIB, 0,5% pour les pays du nord de l'Europe, 0,48% pour la France, 0,29% pour l'Allemagne. Il y aura des baisses de salaire, moins 5 500 € par an en France, par salarié en moyenne, moins 4 800 pour les pays nordiques, moins 3 400 pour l'Allemagne. Il y aura la diminution des salaires dans la part de la valeur ajoutée. Les transferts les plus significatifs auront lieu aux États-Unis. 7% du PIB sera déplacé, transféré des revenus du travail vers les profits. 8% en France, 4% en Allemagne. Destruction d'emplois, 600 000 emplois détruits dans l'Union européenne, dont 134 000 en Allemagne, 130 000 en France, 90 000 dans le sud de l'Europe. Baisse des recettes fiscales. Bref, c'est catastrophique. Il faut empêcher la signature de cet accord qui ne va que aggraver la situation que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, voilà quelques éléments sur le bilan. Je vais poursuivre un petit peu, puisque notre ami n'est pas là. Donc, je vais passer à la fenêtre numéro 2. La fenêtre numéro 2, qui est tout aussi distrayante que la première, et qui nous explique que... non, je suis toujours dans la première fenêtre, parce qu'il y a un élément qui est quand même très surprenant, qui défie les lois de la gravitation. C'est le fait que l'on nous dit que cet accord va créer des emplois et de la croissance dans l'ensemble de l'Union européenne, qu'il va faire baisser les prix et offrir plus de choix aux consommateurs. Mais il semble bien que des accords bilatéraux aient déjà été conclus depuis des années avec d'autres pays. Il semble bien que les politiques de libre-échange se mènent depuis des années. A-t-on observé la moindre diminution du chômage et la création d'emplois? A-t-on observé une diminution des prix? Mais c'est exactement l'inverse. Plus il y a de libre-échange, plus il y a de chômage, et plus il y a d'augmentation des prix. C'est un défi à la réalité que d'affirmer de telles choses erronées. Bon, je veux dire que ensuite, il y a autre chose qui est inacceptable. C'est quand cette première fenêtre, je suis toujours à la première fenêtre, cette première fenêtre nous dit que les pays de l'Union européenne ont mandaté la Commission pour négocier le TTIP. C'est vrai, c'est pas là-dessus que je veux réagir. Mais ce qui est dit ensuite n'est pas acceptable. Quand il est indiqué que la Commission européenne associe aux négociations le Parlement européen, les entreprises et les syndicats, les consommateurs, la santé et autres groupes d'intérêt public, le grand public. Je veux dire un mot sur chacun de ces points. Le Parlement européen, vous savez tous que la session consacrée au débat sur le partenariat transatlantique a été annulée. Il n'y a pas eu de débat. Elle a été annulée par M. Schulz, président du Parlement européen, social-démocrate, qui a préféré interdire le débat parce qu'il y avait des désaccords avec les libéraux et ça risquait de remettre en cause l'équilibre subtil de la grande coalition où les sociodémocrates et les libéraux finalement se tiennent par la barbichette les uns et les autres. Ils gèrent tout cela en bonne intelligence. Il fallait donc préserver cet équilibre, donc pas de débat. Alors non, ce que dit
le site internet de la Commission est faux concernant le Parlement européen. Les entreprises et les syndicats, les entreprises, oui, les grandes, évidemment, puisque ce sont elles, par leur activité de lobbying, qui ont obtenu des gouvernements qu'ils s'engagent, et de la Commission européenne, de ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre côté, qu'ils s'engagent pour avancer dans cette direction. Mais les syndicats, ils ne sont pas là. Il n'y a pas dans les différents comités de syndicats présents. Les consommateurs, les professionnels de santé, les autres groupes d'intérêt public, il n'y a que les représentants des lobbies. Il n'y a pas de représentants des ONG. Ça n'est pas vrai. Et puis, le grand public, mais le grand public, quand vous allez sur le site de la Commission, c'est un charabia technique incompréhensible. C'est de l'anglais pour la plupart des textes. Donc le grand public, il n'est pas compétent techniquement. Il ne parle pas anglais. Et donc il n'est pas concerné. Il ne peut pas accéder à ces informations. Voilà, il a raison, monsieur. C'est vrai, c'est scandaleux. Alors, il faut, je pense, remettre les pendules à l'heure. C'est un processus qui se déroule dans la plus parfaite opacité, même si sur le site de la Commission européenne, il y a des masses de documents. Mais justement, il y en a peut-être trop, et les bons documents ne sont pas donnés. Exemple, il y a bien les offres de libéralisation proposées par l'Union européenne dans les négociations. Il y a ce document. Mais il n'y a pas le document équivalent de la partie américaine. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent pas. Mais les Européens devraient dire, écoutez, si vous ne voulez pas que ce soit rendu public, on arrête la négociation. Il faut faire preuve d'un petit peu de détermination, parce qu'il y a déjà un déséquilibre dans la discussion. Et on verra que ce déséquilibre, il est structurel. Et que finalement, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas l'Union européenne. Il y a une deuxième fenêtre. Je vais fermer cette fenêtre pour ouvrir la deuxième, rapidement, toujours en attendant que notre ami arrive. Alors là, c'est encore mieux, puisque ça n'est qu'en anglais. Il n'y a rien de français. Bon, tant mieux. Voilà, une patriote. Alors... Non, une européenne. L'européenne, voilà. Donc, non patriote. Alors... donc, une offre de services et d'investissement de l'Union européenne. C'est là que l'on trouve les offres faites par... Bonjour. Bonjour. Bon, je termine juste là en une minute cette deuxième fenêtre. Je vais fermer assez vite parce que finalement il y a assez peu de choses à dire. Alors, donc les offres de l'Union européenne se trouvent là dans cette deuxième fenêtre, mais pas les offres américaines. Ceci dit, c'est un texte extrêmement technique, encore une fois, difficile à comprendre pour le commun des mortels. Voilà, je m'arrête ici. Je vais reprendre votre souffle. Non, merci. Vous êtes prêts, donc je vous laisse la parole. Merci bien, donc je suis ravi.